Et on va revenir aussi avec vous, Michel Onfray, pour votre journal hédoniste. Alors, c'est un énième numéro, si je puis dire, de journal de bord. Hein, c'est ça, l'éternité sans bord. Là, c'est aux éditions Albin Michel. Ce sont des réflexions sur l'actualité, ou plutôt des sujets en fait en profondeur. Il y a beaucoup de votre marotte de la gauche depuis quelques années quand même. Hein. Là, vous revenez sur le Front populaire. Et puis des personnalités. Normand, notamment. Oui. Ah, c'est ça. Comment vous l'écrivez, ce journal hédoniste? C'est-à-dire, c'est au fil du temps? Oui, c'est ça. Un petit bout, fragment, texte important, texte moins important, texte très, très théorique, texte lyrique, texte personnel, autobiographique. J'avais démarré ça en 92, je crois, 1992. Oui, c'est 5-6e exemplaire, là, je crois. Hein, je ne sais même plus. Ah bah non, bah oui, parce que... 7e, 6e, je ne sais plus. Je ne sais pas combien vous avez écrit de livres. Je ne sais pas non plus. Enfin, plus de 150. Oui, plus de 150, voilà, c'est ça. Et non, mais c'est intéressant parce que du coup, sur ce livre, contrairement à d'autres, on peut aller piocher en fait, quoi, sur le Mont-Saint-Michel, sur Charlotte Corday, sur Montaigne, d'autres, notamment beaucoup de personnalités effectivement normandes. On va y revenir dans un instant. On va commenter en fait l'actualité avec sur cette histoire des petits colis chinois qui déferlent évidemment sur le monde et notamment en Europe et en France, Temu, Chine, parfois pour 15 €, on achète quelque chose qui vient de l'autre bout de la planète. Cynthia est avec nous de Narbonne. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que il faudrait s'y attaquer ou pas ? Oui, moi j'avais toujours dit que ces publicités intempestives qu'on a sur les réseaux sociaux ou même sur les téléphones maintenant directement quand vous avez, ça dépend le téléphone que vous avez, mais en fonction de la marque, parfois vous avez même les publicités qui arrivent quand vous êtes en train de faire un nettoyage de téléphone, pof, ils vous mettent une publicité de ces petits sites. Oui. Et oui, je pense que c'est un vrai problème au niveau de communication. Ils sont partout et ils vous incitent à acheter. Oui. De ce côté là, c'est sûr qu'il faudrait s'y atteler. Après, je suis pas sûre que de taxer c'est justement ce qu'on appelle ces petits colis et que ce soit une bonne idée, parce qu'en France, on a quand même, en tant qu'auxiliaire de vie, je vois beaucoup de personnes avec des petites retraites et en situation de handicap qui utilisent ces petits colis et qui en ont vraiment besoin. Voilà. Oui, donc il faudrait plutôt les réguler d'une façon un peu plus intelligente que de simplement taxer parce qu'on suit les États-Unis dans leur quête de je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais bon, voilà. Et là, on est en train un peu juste de les suivre. Et je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. La bonne idée, ce serait simplement déjà de leur éviter de faire de la publicité, parce que les gens, quand ils n'ont pas beaucoup d'argent... Oui, mais s'il y a la publicité qui arrive sur votre téléphone, Cynthia, c'est aussi parce qu'à un moment donné, vous avez cliqué ou vous avez autorisé, vous êtes allé sur ces sites. C'est pour ça, sinon ça n'arrive pas. Même pas. Ouais. Non, parce que moi j'ai une marque de téléphone. Bon, j'ai une marque de téléphone chinoise. Quand je nettoie mon téléphone, juste avec mon nettoyeur de téléphone qui est déjà, on va dire, installé sur le téléphone quand je l'ai acheté. Il vous met, une fois que vous avez nettoyé le téléphone, il vous met les publicités automatiquement. Voilà. Donc non, c'est simplement que ces publicités, en fait, elles sont intempestives, mais même sans avoir cliqué, voilà, ça à la limite, il faudrait, en sachant que c'est un vrai problème, ok, mais il y a des problèmes beaucoup plus importants aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont la publicité pornographique. Par contre, alors, ça, ce sera un vrai problème à régler. Aussi, c'est vrai, Cynthia. Alors, on est confronté quand même à un problème de fond, notamment sur le pouvoir d'achat par rapport à ces petits colis chinois. Certes, on est parfois dans de la surconsommation, mais aussi parce que beaucoup n'ont pas les moyens d'acheter telle chose, d'où le succès d'ailleurs des magasins Action et de beaucoup d'autres chaînes en fait sur tout le territoire où il y a des choses pas trop chères, quoi, auxquelles on peut accéder. Et avec ces petits colis, c'est la même chose, quoi. Michel Onfray, c'est le symbole total de la mondialisation. Acheter quelque chose à 15 € qui est à l'autre bout de la planète. Oui, mais on peut aussi accabler les acheteurs qui ont justement la fièvre acheteuse, là, qui achètent des choses à pas cher et qui veulent absolument tous les jours acheter 2, 3, 4, 5 pièces comme ça, et ça arrive chez eux, des petites choses, des petits objets. C'est pas vraiment une consommation essentielle la plupart du temps. Oui. Non, c'est vraiment, la plupart du temps, ce sont des produits de mauvaise qualité, et je pense qu'il y a une espèce de civisme à avoir quand on est citoyen soi-même consommateur, de dire j'achète pas, je n'achète pas ici, c'est pas parce qu'il y a de la publicité que pour autant on est obligé d'acheter. Moi,
je reçois des publicités, mais elles sont toujours ciblées. Ouais. Dès que vous commencez à chercher un appartement quelque part et qu'un jour vous le trouvez, vous recevez pendant 2 ou 3 ans. C'est vrai, mais alors il y a des personnes qui ont des problèmes de pouvoir d'achat et qui voient, par exemple, que s'ils veulent acheter des vêtements, et c'est beaucoup, s'ils vont, les jeunes notamment, sur chaîne, et ils ont des vêtements à beaucoup moins cher, quoi. Oui, mais après, c'est le libéralisme. Ouais. Tout le monde vote pour le libéralisme, la droite, la gauche, les maastrichtiens, ils sont tous pour des concurrences libres et non faussées, et ils veulent un marché planétaire, ils se disent, finalement, c'est pas très cher, j'achète, on a des robes à 2 ou 3 euros, je crois savoir. Ouais. Et bien, à ce moment-là, faut pas trop se plaindre. Ouais. Mais alors, est-ce qu'il faudrait interdire, ou alors vous croyez plus à l'émergence d'une responsabilité citoyenne? C'est difficile, ça, hein, quand même. Non, mais éduquer les gens. Éduquer Mon les père gens. était ouvrier agricole, il n'avait Ouais. pas beaucoup d'argent. Et quand il a acheté une paire de chaussures, c'était une paire de chaussures de qualité. Ouais. Et il a gardé une dizaine d'années, et il nettoyait ses chaussures à l'huile avec un pinceau, etc. Et ses copains disaient, t'as de l'argent, etc. Et mon père disait, mais oui, mais toi, tu vas acheter 5 paires de chaussures, elles vont être percées assez rapidement, elles seront toutes mauvaises, t'auras pas un confort pour le travail, etc. Et voilà. C'est vrai. Donc on peut aussi dire, apprenez à Mais consommer. on a été habitué à consommer Eh oui, et jeter, quoi. bah en oui, fait, voilà. hein. Mais donc, il faut s'en prendre à soi-même et pas forcément aux Chinois. Eux, ils font juste qu'exploiter un vice que les gens ont. Ils ne savent pas, les gens savent pas acheter peu et de qualité pour garder. Ils veulent aujourd'hui changer. On voit très bien que on dit, c'est chinois aujourd'hui. Vous achetez une balayette et, tout vous est l'utilisez chinois. une fois et c'est cassé. Nos Vous portables, achetez- ils viennent de Chine, hein. Enfin, ils viennent de Chine, mais ils sont visés aussi par les États-Unis avec un cahier des charges qui n'est pas forcément le même. Ouais. Mais quand vous avez des prisonniers politiques, c'est quand même comme ça que ça se passe en Chine. Et quand Oui. vous n'avez pas que des prisonniers politiques, mais il suffit d'être citoyen en Chine pour être quasiment un prisonnier politique. Ouais. Et que vous travaillez vraiment beaucoup et que vous êtes payé assez peu et que si vous n'êtes pas assez peu cher. C'est en train de changer quand même. Mais ça dépend. Attendez, je reviens de Shanghai. La retraite en Chine, c'est à 63 ans pour les hommes, c'est à 53 ans pour les femmes. Oui, mais quand vous avez il y a du pouvoir d'achat qui est de plus en plus une femme conséquent. peut acheter une robe à 2 euros, Oui. comment se fait-il qu'elle puisse être vendue à 2 euros? Oui, c'est C'est-à-dire que les conditions de production sont telles que on peut se permettre de les vendre à ce prix-là. Si vous avez un droit du travail en France, si vous avez, c'est très bien, eh bien, vous avez l'obligation de répercuter les coûts sur les produits. Vous n'aurez pas une robe à 2 euros. Voilà, Cynthia, la réponse, mais ça allait un peu dans votre sens aussi de ce que vous disiez en fait, Cynthia. Sarah maintenant de Bellegarde dans le Gard qui est avec nous pour parler justement de l'interdiction potentielle des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Est-ce que c'est jouable ou pas? Et je crois que Sarah, vous êtes enseignante au collège. Bonjour Sarah. Oui, bonjour Patrick et bonjour Michel Onfray. Bonjour madame. Ah oui. Alors qu'en pensez-vous? Écoutez, moi je pense que oui, bon d'accord, c'est une bonne idée. Mais enfin, on sait tous qu'on est tous sur les réseaux sociaux. Et moi, le problème fondamental, ça va être d'abord comment on va appliquer ça. Vous allez rentrer dans les foyers pour vérifier que les parents ne laissent pas leurs gamins emmener leur téléphone dans leur chambre. Et par ailleurs, ça me fait beaucoup rire parce que l'éducation nationale a fait un forcing sur le numérique. Moi, je vois mon fils qui est passé par là il n'y a pas longtemps. On l'obligeait, il a été obligé d'avoir un téléphone alors que je ne souhaitais pas lui en donner un parce que tous les devoirs et tout, ça doit passer par Internet. Donc les gamins sont obligés, ils sont obligés d'aller regarder sur Internet. Les profs leur disent, va regarder. Donc le gamin, il arrive à la maison, il dit à papa, maman, j'allume l'ordinateur pour voir les devoirs. Et une fois qu'il est sur l'ordi, tout peut arriver. On a dématérialisé complètement les bouquins scolaires. Maintenant, il faut aller sur Internet. Toute la région Grand Est en est très fière. Les gamins, ils n'ont plus de manuel. Alors tout est sur Internet. Alors évidemment, ça encourage le zapping, ça encourage le manque de focalisation de l'attention. Et tout ça, c'est à l'école. Alors ils sont marrants. Il faudrait peut-être commencer par remettre le papier à l'école, enlever le tout numérique à l'école. Et puis ensuite, c'est aux parents de prendre en charge leurs enfants. Et là, on revient sur le problème d'éducation que vous souleviez tout à l'heure. Michel Onfray, restez avec nous. Sarah, c'est intéressant votre réflexion. C'est plus qu'intéressant, c'est fondamental. Elle a raison, cette dame. Sur tout ce qu'elle a dit, elle a vraiment raison. Là encore, c'est une affaire d'éducation. Moi, je suis libertaire, j'aime pas qu'on interdise, mais je préfère qu'on éduque. Donc il faut d'abord éduquer les parents, avant que les parents soient capables d'éduquer leurs propres enfants. Vous avez des parents qui ne sont pas éduqués du tout, et qui estiment que la meilleure des garderies, elle est faite par la télévision ou par le téléphone portable. Et ce sont les parents qui, pour le coup, sont coupables. Exactement comme avec la question précédente, c'est le consommateur qui est coupable. C'est pas la publicité, c'est pas le producteur. Si vous n'achetez rien, eh bien ces robes, elles ne se vendront plus à 2 euros. Et madame a raison. Si on dit, elle dit vive le papier, c'est formidable d'entendre une dame qui dit, j'imagine jeune, enfin, qui n'a pas ma génération, bien sûr. vive le papier, vive le livre. Et elle a raison aussi de dire que quand l'éducation nationale fait la promotion de l'ordinateur, du numérique, et qu'on nous dit on va apprendre aux enfants à être des programmeurs, programmateurs, je ne sais même pas comment on dit dans ce langage de sauvage là, et alors qu'ils ne savent pas lire le français courant et de base. Donc oui, il y a une éducation des parents. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je suis grand-père. Mais pas interdire, quoi.
Non, pas interdire. Je n'aime pas les interdictions, je préfère les éducations. Mais pour que vous avez aujourd'hui plein d'éducateurs qui ne sont pas éduqués, que ce soit des enseignants ou des parents, qui eux aussi sont très heureux d'offrir un téléphone portable à un enfant qui a 2 ou 3 ans. Ouais. Moi, je suis grand-père, par exemple, et il n'est pas question, c'est pas moi qui décide, hein, mais je veux dire que je trouve que ma belle-fille et mon gendre font ça très bien, de dire qu'un enfant à 6 ou 7 ans pourrait avoir un téléphone portable. Ce sera pas avant 10 ans, donc ça veut dire qu'il y a des livres à la maison, que les livres sont lus par, je sais pas, le tonton, le grand-père, etc., ou la grand-mère, et madame a raison de dire que l'éducation nationale ne va pas dans le bon sens. C'était Gabriel Attal qui voulait ce genre de choses. Hein. Il fallait quasiment pucer le cerveau des enfants, et vous savez aujourd'hui que Internet, c'est essentiellement l'idéologie d'Internet, c'est-à-dire que c'est pas une idéologie neutre. Ouais. Bonne réflexion. Sarah, vous voulez ajouter un mot avec Michel Onfray c'est rare de pouvoir dialoguer en direct avec Michel Onfray. Oui, je suis très honorée, surtout que comme d'habitude, ce qu'il dit est absolument du bon sens. Hein. Mais le problème, c'est qu'on a complètement, ce qu'il dit, hein, on a déconnecté le bon sens complètement de la société française. Moi, je le vois tout le temps dans mon travail, hein, c'est tout le temps. Et il faut d'urgence reconnecter les enfants avec l'écrit. Il a tout à fait raison. Oui, c'est vrai. Écoutez, Sarah, merci pour votre réflexion et je vous enverrai un livre de Michel Onfray, L'éternité sans bord, journal d'un hédoniste, je vous l'enverrai. On va prendre vos coordonnées au standard et dans un instant on va poursuivre avec Michel Onfray, La vérité en face, jusqu'à 10h. 9h-10h, Sud Radio, La vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face, avec Michel Onfray qui est mon invité jusqu'à 10h, L'éternité sans bord, journal hédoniste. On va y revenir dans un instant sur tout ce qu'il évoque, parce que depuis plusieurs années, Michel Onfray, vous tenez ce journal de bord que vous publiez, c'est vos réflexions, vos rencontres, vos retours, vos réflexions aussi sur des personnalités, bien sûr. Et puis, je le disais, votre marotte depuis des années aussi sur la gauche, parce que là, vous tapez de nouveau sur la gauche, sur l'émergence que vous dites, hein, alors il y a le Front Populaire et les communistes. Hein, j'en fais l'éloge du Front Populaire. Oui, alors vous faites l'éloge du Front Populaire. Oui. Alors du vrai Front Populaire. Du vrai Front Populaire, c'est ce que j'allais dire. Voilà. Historique. Voilà. Et après, en fait, il y a eu des trahisons. Vous revenez sur Guy Môquet, hein, bien sûr. On se souvient que lors de la lettre, on va en reparler dans un instant, vous aviez dénoncé l'instrumentalisation qui était faite autour de Guy Môquet, fusillé, otage par les nazis, mais qui n'était pas un résistant en tant que tel, en tout cas quand il avait été arrêté. Alors il y a eu une polémique avec certains historiens. On va y revenir juste avant ça, parce qu'on continue. Et j'aimerais aussi d'ailleurs que vous continuez d'appeler au 0826 300 300. Je laisserai le micro complètement à Michel Onfray. Hein. C'est lui qui va animer l'émission avec vous. Il y a déjà eu Sarah et Cynthia. 0826 300 300. Vous pouvez appeler pour réagir. On va revenir, Michel Onfray, aussi sur les 100 jours de Donald Trump. Il a célébré ses débuts de mandat, si je puis dire, avec un ton combatif et triomphal, hein, Albin Texera, cette nuit. Oui, c'est devant des milliers de partisans en délire que le président américain s'est autoproclamé auteur des 100 premiers jours les plus réussis de l'histoire des États-Unis. We're here tonight in the heartland of our nation to celebrate the most successful first 100 days of any administration in the history of our country, and that's according to many, many people. Nous ne faisons que commencer, a-t-il martelé. Sur scène, un discours à sa manière, agressif, provocateur, calibré pour électriser les foules. Côté bilan, les chiffres sont de sortie. Plus de 150 décrets signés en 3 mois. Immigration, fiscalité, institutions, il frappe tout azimut. Un tiers des mesures visent les expulsions. En plus de cela, il promet un nouvel âge d'or économique pour les États-Unis, bâti sur un protectionnisme assumé, droits de douane relevés, Chine et Europe dans le viseur. Mais certaines promesses peinent à se concrétiser. La guerre en Ukraine, qu'il jurait de régler en 24 heures, s'éternise. Résultat, une chute de popularité. Selon un sondage IFOP, 56% des Américains déclarent avoir honte de leur président. Malgré ça, le clan présidentiel voit loin. Face à la foule, sa conseillère Margot Martin lance Trump 2028. Vous connaissez, une sortie provocatrice donc, malgré l'interdiction constitutionnelle d'un 3e mandat pour Donald Trump. Et il frappe tous azimuts. On a rectifié au passage. Albin Texera. Michel Onfray, quel regard vous portez sur Donald Trump et ses 100 jours ?
Je pense que c'est ce que l'Amérique fait de plus vulgaire, ce personnage. Ouais. Mais après ça, il dit tout haut ce que les autres faisaient tout bas. C'est-à-dire que si on regarde, il n'y a pas d'un côté les gentils démocrates et puis de l'autre côté les méchants républicains, ou un formidable Obama et puis un diabolique Donald Trump, que finalement les murs, les expulsions, tout ça se faisait avec Biden, tout ça se faisait avec les démocrates également. Simplement, c'était plus discret, c'était moins un tapageur. Ouais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il fait comme tous les hommes politiques, c'est-à-dire votez pour moi et demain on reste gratis. Et puis une fois qu'il arrive au pouvoir, il dit bon finalement mon projet c'est pas ça. Voilà, Mitterrand il arrive au pouvoir en 80. Les taxes, il avait promis ces taxes sur la diversité aussi. Il avait promis en fait certaines choses sur le wokisme. Absolument. Mais je voulais en arriver à cette idée que ce qu'on découvre une fois qu'il arrive au pouvoir, c'est que c'est un impérialiste vieille manière. Ouais. Et que dès qu'il arrive et qu'il se met à nous parler du Canada, du canal de Panama et du Groenland, il dit des choses qu'il n'avait jamais dites précédemment. C'est-à-dire que le projet impérialiste, il était caché. Il n'était pas du tout annoncé. C'était, oui, le protectionnisme, oui, on refait la fameuse le MAGA, enfin, Make America Great Again. Et pour quelle raison et comment? Il n'avait pas dit. De quelle manière? Il n'avait pas dit, nous ferons un impérialisme nouveau, nous nous installerons sur des terres qui nous permettront d'avoir, lorsqu'il des sous-marins en eau profonde. J'imagine que le Groenland, c'est ça qui l'intéresse, d'avoir des sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins dans des eaux profondes qui lui permettraient de s'approcher un peu de Poutine. Donc c'est tout ça qui l'intéresse. Pourquoi les terres rares? Les terres rares, elles sont prioritairement chez les Chinois, qui eux ont compris ça il y a très longtemps. Donc il y a une domination des Chinois qui ont ravagé le sous-sol africain et qui disposent aujourd'hui des métaux rares. On en parle de métaux rares. Pour les batteries électriques, on a beaucoup parlé hier, on a fait une émission spéciale. Absolument, c'est ce que j'allais dire, parce que les gens ils disent métaux rares et puis après on dit alors c'est quoi? Ça sert à quoi? Ce sont des métaux qui ont des conductions qui sont supérieures à celles qui sont utilisées précédemment avec d'autres métaux qui eux ne sont pas rares. Donc il faut cribler des tonnes et des tonnes de terre pour trouver certains métaux qui vont permettre de gagner des nanosecondes. Vous allez me dire, c'est quoi les nanosecondes? Ça sert à rien de gagner des nanosecondes dans une civilisation où on est déjà speedé en permanence. Sauf que quand vous balancez votre bombe atomique et que vous avez des nanosecondes d'avance sur le voisin, c'est vous qui atteignez le voisin. Et c'est pas le voisin qui vous atteint. Donc il sait très bien, Trump, que la Chine a aujourd'hui la domination militaire à partir de sa maîtrise des métaux rares planétaires. Et donc il veut récupérer le retard. Simplement, quand vous voulez récupérer le retard, il ne faut pas que la Chine vous attaque entre deux parce que vous avez perdu. Donc il fait la Chine n'attaque jamais en fait par les armes, mais plutôt par une autre stratégie qui est le commerce. Alors écoutez, il y a Sun Tzu qui est le grand penseur de la guerre, qui a écrit l'art de la guerre et qui dit que la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de ne pas l'amener. Ça veut dire ne pas l'amener militairement. Bien sûr que les Chinois font ça très très bien. Nous parlions tout à l'heure dans le premier sujet des petits paquets ou des petits colis. C'est comme ça que la Chine fait la guerre. C'est-à-dire que quand elle produit à bas prix, à bas coût, parce que simplement il y a un régime dictatorial, parce qu'on utilise des prisonniers, parce que etc. Elle fait la guerre. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rivaliser avec la production chinoise. Oui, nous avons des produits de qualité, mais les gens se moquent des produits de qualité. Ils veulent des choses à 1 euro. Oui, et d'autant, on en a parlé, on a fait une émission spéciale hier à cette heure-ci, en fait, sur la voiture, puisque moi j'étais à Shanghai la semaine dernière avec d'autres. Sauf qu'aujourd'hui, sur la qualité, ils nous ont dépassé pour beaucoup de choses. Et ça, c'est assez exceptionnel et c'est beaucoup moins cher. Et ils ont même une génération d'avance, par exemple sur la technologie. Bien sûr, ou sur l'intelligence artificielle. Regardez-les sortir le lapin du chapeau en disant les États-Unis sont en train de faire les kékés avec leurs intelligences artificielles. On ne parle que d'eux. Et puis à un moment donné, ils disent il y a nous et on fait ceci. Et d'un seul coup, les intelligences artificielles s'effondrent à la bourse aux États-Unis. Michel Onfray, est-ce que finalement, alors Donald Trump, il a réveiller le monde, il l'a déstabilisé ou il le rend plus dangereux? Non, je pense qu'il le rend plus visible. Je vous disais tout à l'heure que c'était déjà le jeu des démocrates, contrairement à ce que disent les autres. Simplement, Obama est élégant, poli, courtois, etc. Sa femme n'est pas qu'une gravure de mode, etc., etc. Mais globalement, il n'y a pas de changement. Les États-Unis, c'est fabriqué pour avoir une seule et même pensée. Il n'y a pas de gauche. La pensée libérale, le business, et puis l'impérialisme. C'est-à-dire que quand ils arrivent... Là, on a l'impression qu'il y a un clivage politique qui est apparu entre une forme de gauche quand même, avec Sanders et puis d'autres dans le siège de Biden, et puis une droite. Certains parlent d'extrême droite, quoi, avec Trump et puis son entourage surtout en fait. Oui, c'est le sociétal. C'est le sociétal qui permet de désigner les fascistes. Je mets ça entre guillemets, ou les gens d'extrême droite aujourd'hui. C'est est-ce que vous êtes pour les LGBT+, est-ce que vous êtes pour la gestation pour autrui, la procréation médicalement assistée? Non, encore que la PMA, tout le monde est très d'accord là-dessus. Mais la gestation pour autrui,
détruit le mariage des homosexuels ou ce genre de choses, ou éventuellement l'avortement, qui ne pose aucun problème en France. On peut se précipiter pour constitutionnaliser l'avortement, mais même les plus extrêmes dans la configuration, je songe à Marion Maréchal Le Pen, elle ne veut pas en finir avec l'avortement. Donc c'est là-dessus que se fait vraiment la différence. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez avoir, je sais pas, être un officier supérieur et puis avoir fait votre transition de genre? Et les démocrates disent oui, et les républicains disent non. Bon, la distinction, elle se fait vraiment essentiellement là-dessus. Sur le reste, sur le business, sur l'impérialisme, sur la présence des États-Unis partout sur la planète, ils sont d'accord. Démocrates et républicains. Bon, en tout cas, les Américains voulaient un chef. C'est ce qu'ils ont cru élire. Bon, je sais pas, maintenant, on voit que les sondages sont un peu moins bons pour lui. Est-ce qu'on a besoin, nous aussi, d'un chef? On a un chef d'État. Je sais qu'Emmanuel Macron, c'est pas votre tasse de thé, mais est-ce qu'on a besoin d'un vrai chef à la tête du pays? Certains disent, alors, il faudrait peut-être un chef d'entreprise, d'autres vont jusqu'à un militaire. Alors, le chef d'entreprise, on l'a déjà, il s'appelle Macron. C'est un chef d'entreprise, non? Il n'a jamais géré une entreprise. Il n'a pas monté un business. Les fameuses Startup Nation, vous vous souvenez. Donc non, je dis dans l'esprit. Il est passé de la banque à l'Élysée. Mais on a déjà ce genre d'individu. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'homme providentiel, ou la femme providentielle. Mais ma gauche, elle n'est justement pas jacobine. Or, il n'y a que de la gauche jacobine. Quand vous disiez que je tapais sur la gauche, c'est parce qu'elle donne des leçons. Elle n'arrête pas de donner des leçons. Elle est fatigante. Quand elle nous dit qu'elle est antifasciste, quand elle nous dit qu'elle est du côté de la résistance, je dis, si vous voulez faire un peu d'histoire, non, faisons un peu d'histoire. Et je ne tape pas sur la gauche, je fais juste de l'histoire en disant, parlons, si vous voulez, de Guy Moquet, parlons du pacte germano-soviétique, parlons de la façon qu'a eu Léon Blum, parce que les communistes et les radicaux de gauche fabriquaient un gouvernement de ne pas aider les républicains espagnols. Et puis parlons de la gauche. Ça, c'est ce que vous racontez dans votre livre. La gauche bien sûr. 68 qui nous donnait des pour leçons. revenir, Michel Onfray, quand même, là, vous ne voyez pas de personnalité émergente. Non, et puis c'est même un peu dangereux. Moi, je crois au peuple. Ah oui, mais il faut quelqu'un pour diriger, non? Oui, ça s'appelle le peuple. Le peuple. Oui. Moi, je ne crois pas à l'homme providentiel ni à la femme providentielle parce que je crois au peuple providentiel. Il y a quelque chose qui est très simple, ça s'appelle la 5e République, avec un général de Gaulle qui nous dit « Je suis le détenteur du pouvoir parce que je suis le souverain et qu'il faut effectivement garder la tradition monarchique, mais je ne suis souverain que parce que le peuple me donne le pouvoir. » Et aujourd'hui, le peuple n'a plus le pouvoir. Le peuple est privé de pouvoir depuis au moins 2005. Depuis le traité, le référendum sur le traité constitutionnel, les Français ont dit « Nous n'en voulons pas ». Et les Sarkozy, les Hollande, les Chirac de l'époque disent en 2008, c'est pour ça que quand ces gens-là parlent aujourd'hui, j'ai envie effectivement de leur taper sur le cerveau et de dire, ce qu'il en reste, et de dire, mais en 2008, vous nous avez infligé via le Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, ce que le peuple avait refusé. Le général de Gaulle, il tranchait avec le peuple. Et c'est ça la solution. C'est pas un homme providentiel. C'était quand même une personne qui est émergée, qui conduisait. Parce qu'il était crédible. Il nous faut quelqu'un de crédible. Et là, pour le coup, il ne faut pas quelqu'un d'exceptionnel. Il faut quelqu'un qui soit pas. Mais est-ce que vous voyez quelqu'un de crédible dans notre société aujourd'hui? Dans le personnel politique, j'en vois pas beaucoup. Non, pas dire, je n'en vois pas du tout. Hors politique, alors? Non. Non plus. Non. Cyril Hanouna, vous voulez dire? Non. C'était une blague, d'ailleurs. Moi, je ne serais pas contre. Oui, c'était. Enfin, c'est une blague. Vous ne seriez pas contre? Je ne sais plus. Vous allez dire, je ne serais pas contre une personnalité hors de la politique, peut-être, c'est ça? C'est pas ça que je voulais dire, mais je ne suis pas contre ça non plus. C'est-à-dire que l'idée qu'un individu surgisse, une personne surgisse et dise, on retrouve l'esprit de la 5e République, parce qu'il y avait dans le projet d'Hanouna, que je crois beaucoup plus malin que ce qu'on veut bien laisser croire, cette façon de dire, non, c'est fake news, etc. C'est une façon de dire, oh là là, mais j'étais mesuré à 10%, si je teste un peu ça en disant, je suis candidat, je suis mesuré à combien, et puis on verra par la suite, etc. C'est un peu comme ça que vous imaginez une France dirigée par Cyril Hanouna? Vous imaginez une Ukraine dirigée par Zelensky? Zelensky, qui était, c'est vrai, c'était le Cyril Hanouna, qui jouait du piano avec son sexe, je le rappelle, Zelensky. Donc ça mérite... oui, c'était un acteur. C'était un acteur, mais parmi les pires, quand même. Moi, j'aime pas beaucoup la grossièreté, la vulgarité. On peut être un acteur sans jouer du piano debout, si je puis me permettre l'expression. Donc, il pourrait, pourquoi pas, être dans la présidence et avec un vrai projet, un vrai programme. L'idée d'avoir une salle de paddle à l'Élysée, c'était pas très crédible pour ceux qui pensaient que ça pouvait avoir lieu, ou alors ça avait lieu, mais dans ces cas-là, c'est un passionné de paddle, pour ceux qui oui. le savent pas. Donc il y avait peut-être des clins d'œil. Après, il dit qu'il avait organisé aussi cette espèce de canular avec la fille du président de la République. Non, on a juste. Alors lui, justement, c'est ce que je voulais dire. Il voulait en finir avec la 5e République. C'est justement le contraire. Il faut revenir à la 5e République. Il faut y revenir, y compris en recouvrant notre souveraineté, en sortant des traités européens. C'était ça, le général de Gaulle.
Et là, pour le coup, de dire, demandez au peuple, celui dont vous disiez tout à l'heure, avec raison, on en parlait hors micro, mais qu'il était plein d'un bon sens. Oui, oui. Vous avez vu nos deux interlocutrices tout à l'heure. Bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez continuer de réagir, 0826 300 300, on poursuit jusqu'à 10h. La vérité en face avec vous, Michel Onfray. 9h-10h, Sud Radio, la vérité en face, Patrick Roger. La vérité en face avec Michel Onfray, qui nous fait le plaisir d'être avec nous jusqu'à 10h sur Sud Radio, journal hédoniste, aux éditions Albin Michel, l'éternité sans bord. Je le disais, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, Michel Onfray, il écrit beaucoup de réflexions tout au long de la journée. En vous levant dès le matin, vous écrivez en fait un petit peu, c'est ça. Et puis ensuite, vous mettez ça dans un journal. Plutôt que de laisser s'évaporer en fait vos idées, vos réflexions, vous remettez ça. Vous avez quand même, je le disais, la marotte de la gauche, hein, d'une certaine gauche, du Front populaire, mais aussi l'émergence. Vous dites aussi que il y a l'émergence d'une gauche fasciste en ce moment. Si je résume, c'est un peu ça. Oui, avec, alors ça, c'est vous visez directement LFI, Jean-Luc Mélenchon. Oui, et ses associés, puisque finalement, ils n'existent que parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Et de fait, moi, ma gauche, c'est celle de la commune. Et c'est celle de la tradition libertaire. C'est celle de Proudhon. Je suis en train d'écrire un livre sur Proudhon actuellement. Et donc, je suis pas de droite, je suis pas d'extrême droite. Moi, je défends toujours le peuple. Et on l'oublie toujours. Il y a quelques minutes, je venais de dire que je ne croyais pas à l'homme providentiel, mais au peuple providentiel. Ça fait longtemps que cette gauche-là s'est mise à détester le peuple. Elle fait l'économie du peuple. Je rappelle que Terra Nova avait en son temps, un think tank qui travaillait pour Strauss-Kahn, fait savoir que le peuple était parti chez Marine Le Pen, qu'il fallait aller, peut-être même à l'époque déjà Jean-Marie Le Pen encore, et qu'il fallait laisser ces gens-là et fabriquer un néo-peuple, un nouveau peuple. Alors moi, je suis pas contre le. Mais Mélenchon, il parle quand même du peuple contre l'oligarchie. Il parle plus du peuple. En ce moment. Il parle plus du peuple. Il parle des musulmans, il parle des Gazaouis, il parle des ça fait Palestiniens. partie. Les musulmans en France et les quartiers, parce qu'il défend beaucoup les quartiers, c'est le peuple en fait aujourd'hui. C'est une partie du peuple. Ils nous disent en permanence qu'il est minoritaire, donc je vois pas pourquoi on ne parle que des minoritaires. Moi, je suis un démocrate, c'est-à-dire que je me soumets à la majorité. Et quand Tocqueville dit que le danger de la démocratie, c'est la tyrannie de la majorité, il se trompe, Tocqueville. Le danger, c'est la tyrannie de la minorité. Moi, je ne veux pas qu'on persécute les transsexuels, par exemple. Mais je ne veux pas non plus que ce soit la norme sociale et qu'on enseigne le transsexualisme dans l'école primaire. Donc, ça ne fait pas de moi un transphobe. Je dis juste que les minorités ont le droit d'exister, mais que quand les minorités prennent le pouvoir, nous sommes en dictature. Et les bolcheviks s'opposaient aux mencheviks. En russe, l'étymologie de bolcheviks, ce sont les majoritaires. L'étymologie de mencheviks, c'est minoritaire. Or, les bolcheviks étaient minoritaires. Il y a eu un coup d'État en octobre 1917, c'est pas la grande révolution d'Eisenstein, que Eisenstein montre dans son cinéma, avec Octobre 17 par exemple, c'est un coup d'État, c'est une poignée de gens, et on voit bien aujourd'hui que c'est ça le fascisme. Et le fascisme, c'est de bordéliser, comme il est dit, je mets ça entre guillemets, puisque c'est l'expression qu'ils utilisent, mais l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, il y a eu même un appel il y a quelques jours. À créer des milices. À créer des milices. Alors, créer des milices aussi en se disant, on doit défendre aussi les musulmans qui ont été notamment attaqués avec ce qui s'est passé dans le Gard. Non, il n'y a pas des musulmans qui ont été attaqués, il y a un musulman qui a été assassiné. Donc c'est pas exactement la même chose. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des juifs qui sont beaucoup plus en difficulté et que je ne vois pas M. Mélenchon pleurer sur les victimes juives, par exemple. Tiens, les larmes, justement. Quand on écoute un petit extrait. Monsieur Mélenchon, on se sent plus en sécurité, nous les musulmans. On sort la boule au ventre. Il y a une ligne rouge qui a été franchie, Monsieur Mélenchon. C'est certain, madame. Permettez-moi de vous embrasser ou de vous serrer la main. On a peur, Monsieur Mélenchon. N'ayez pas peur. Tous les musulmans ont peur, Monsieur Mélenchon. Il y a une ligne rouge qui a été franchie. Voilà. Il était sincère, authentique quand même dans sa réaction, Jean-Luc Mélenchon, non? C'est une question ou une affirmation? Une question. C'est dommage qu'on soit à la radio, parce que s'il y avait la télévision... Il y a on le voit sur les vidéos. Oui, d'accord, mais là, on est en train de parler, les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément la vidéo en tête. Et il y a un moment donné où il est en train de regarder où est la caméra avant de pleurer. Moi, je n'ai pas l'impression, non? Dites donc, vous croyez... Vous pensez que c'est une mise en scène? Mais complètement.
Ah ouais. Mais complètement. Moi, je le sens sincère, authentique face Il à n'y a qu'une ça. sincérité chez Mélenchon, c'est lui-même. Il veut arriver au pouvoir, quel qu'en soit le prix. C'était un homme qui nous a quand même dit à une époque que le foulard, c'était insupportable, le foulard islamique. Oui, c'est vrai. Il y a Oui, une puis aujourd'hui, quinzaine, vingtaine d'années. il nous dit que le foulard, c'est formidable et c'est fantastique et c'est merveilleux, etc. Ouais. On ne peut pas laisser dire quelqu'un qui est musulman que les musulmans sont en danger en France. C'est faux. Ce sont les juifs qui sont en danger en France. Ce sont les juifs qui rentrent en Israël ou qui vont en Israël sans jamais y avoir mis les pieds parce qu'il y a des menaces de mort. Il y a des menaces de mort en permanence. Michel Onfray, on a souvent parlé de l'importation possible justement du conflit du Proche-Orient en France. Oui. Est-ce qu'on est en train de... Moi, en découvrant ces images de Jean-Luc Mélenchon et ce qui se passe effectivement, vous l'avez dit, avec la communauté juive, on se dit là, cette fois-ci, on a l'impression d'y être, quoi. Est-ce qu'on ne peut pas redouter en fait le pire à ce niveau-là? On dans y notre est, société. on y est. Mais le même Mélenchon a dit à une époque, l'époque où il stigmatisait le foulard en disant qu'il était inadmissible dans un pays laïque que les femmes musulmanes portent des voiles, c'est quand même Mélenchon qui disait ça, qui disait exactement la même chose sur l'islam en disant que ça devait rester une affaire privée, par exemple. Ouais. Et que non, je pense qu'il a cessé d'être républicain. Il est dans une logique absolument individuelle et personnel, avec un psychisme qui est problématique. Jadis, vous savez, il y avait des gens qui écrivaient ces malades qui nous gouvernent. C'était à l'époque des soviétiques, où vous aviez une espèce de gérontocratie, de pouvoir des vieux, et c'est un peu la même chose au Vatican. Là, vous allez voir le pape qui vont sortir du chapeau, et le plus jeune risque d'avoir mon âge, le plus âgé risque d'avoir l'âge de mon arrière-grand-père. Et il disait, mais il y a des malades qui nous gouvernent. Aujourd'hui, il y a des malades des malades psychiques qui nous gouvernent. Je ne donnerai pas de nom, on va se retrouver au tribunal, surtout moi. Ouais. Et donc, tiens, on parlera de la liberté d'expression d'ailleurs dans un instant. Sur le voile, d'un mot, quelle est votre position par rapport au port du voile dans la société? Jean-François Copé, il y a quelques semaines, a dit de toute manière, le voile dans l'espace public, il y est en fait aujourd'hui. Donc on ne peut pas aller l'interdire. Retailleau dit, lui, il faudrait, dans l'espace public, en tant que tel, les services publics, quoi. Bien sûr, lui, il voudrait l'interdire. Oui, ailleurs. et Bardella dit même, à terme, il faudra le supprimer totalement dans la rue. Il faut être sérieux. Ouais. C'est Copé qui a raison dans cette histoire. On a laissé faire. Et les musulmans, les islamistes plutôt, c'est pas les musulmans qui posent problème, ce sont les islamistes. Les islamistes, oui, bien sûr. Ce sont ceux qui veulent instaurer la charia à la place des lois de la République. C'est ça qui est problématique. C'est pas d'être musulman. Donc, j'ai vu à la télévision il y a quelque temps des parents, je sais pas, ils donnaient l'impression d'avoir un peu mon âge, enfin 66, 70, je sais pas, et qui étaient là parce que, pardon? Non, je plaisantais. Qui étaient là dans l'attente du procès du criminel de leur fille. Leur fille avait été brûlée par un cinglé qui avait mis le feu à cette dame et qui en était morte. Et il y avait là ce vieux couple très touchant, et cette dame, elle avait un foulard sur la tête. Si vous pensez que cette dame, elle veut instaurer la charia en France, c'est insultant de penser ça de cette dame. Donc cette dame, elle portait le foulard parce qu'elle avait son âge, elle avait probablement ça s'inscrivait dans une espèce de tradition, elle avait sûrement pas envie de renverser la République. Mais dans les espaces qui sont publics, des commerces ou des services publics, est-ce que là, il faut... Mais oui, on peut avoir... Oui, on peut. Je ne suis pas contre, j'ai beaucoup dit que le problème, c'est pas ce qu'on a sur la tête, c'est ce qu'on a dans la tête. Et donc, moi, j'interroge les gens dans ces cas-là. Je leur dis, est-ce que vous préférez la charia au dos de la République? Et puis s'ils ont ou s'ils n'ont pas un voile, si les femmes ont ou n'ont pas un voile, c'est accessoire, c'est secondaire. Parce que évidemment, ça se développe, et vous l'avez dit, en Normandie, auparavant, on ne voyait jamais de femmes, ou très peu de femmes voilées en Normandie. On en voit aujourd'hui, en fait, dans les rues. À Alençon, à Flers, à c'est Caen. pareil, il ne faut pas parler du voile avec un V majuscule en disant c'est une idée platonicienne. Ça dépend des raisons qui font que vous le portez. Vous avez des jeunes filles qui sont très, très dans la recherche d'une identité, mais nous sommes, nous, coupables de ne pas donner à aimer la France. On déteste la France. Et Macron dit en permanence, il n'y a pas de culture française, on va aller voir en Haïti en disant, on a fait des choses terribles, c'est pas bien ce qu'on a fait, on va vous donner de l'argent, on va vous dédommager, la France c'est Vichy, la France c'est Pétain, la France ce sont les camps de concentration, la France c'est... Et il y a des gens qui nous prennent au sérieux. Et qui nous disent, vous avez raison, il faut détester la France, d'ailleurs on la déteste. Et vous ne pouvez pas rester sans identité. Et quand vous avez des gamines de 13-14 ans qui ont des ongles peints, qui ont des Nike parfois même avec le voile, qui sortent du magasin, c'est ce que j'allais vous dire, qui sortent du magasin, qui ont leur téléphone portable et qui ont un voile. Elles sont là parce qu'elles ont besoin d'une identité. Il y a une instrumentalisation aussi de certaines, de l'entrisme avec les frères musulmans. Bien sûr, mais il y a des gamines qui sont là pour dire, en gros, pardonnez-moi la grossièreté, mais je vous emmerde.
ma façon de vous emmerder. Comme moi, là, à une époque, j'avais les cheveux longs et puis j'avais une veste militaire parce que ça déplaisait, qu'il fallait que je coupe mes cheveux, qu'il fallait que j'enlève mon jean percé. Mais c'est une période, c'est la période de l'adolescence où vous avez besoin de marquer votre identité et là, vous avez une identité clé en main. Donc vous avez le voile et puis vous avez des copines qui portent le voile et puis vous êtes sur Internet et en même temps, vous allez acheter un voile pas très cher en Chine avec votre téléphone portable qui vous permettra de recevoir un petit paquet de 3 €. Oui, absolument. Allez, nous poursuivons La Vérité en face avec Michel Onfray. Pour son livre, je vous le conseille, L'éternité sans bord, journal hédoniste, parce qu'il y a plein de choses. Et on peut picorer, effectivement, dedans. C'est ça, c'est des réflexions sur l'actualité, en fait, du moment, sur l'histoire et sur des personnalités. Alors, je pourrais pas tout nommer parce qu'il y a tellement de choses. Mais on va poursuivre dans un instant. Vous avez dit, je vais pas tout dire parce que je pourrais aller devant un tribunal. La liberté d'expression en France, sujet de philosophie avec un philosophe, jusqu'à 10h. La Vérité en face. 9h-10h, Sud Radio, La Vérité en face, Patrick Roger. La Vérité en face jusqu'à 10h. Vous pouvez réagir. On a eu des petits problèmes de standard 0826 300 300. Cela dit, il ne reste pas beaucoup de temps avec Michel Onfray, L'éternité sans bord, journal hédoniste. Albin Michel, mais il reviendra. Bien sûr, il a dialogué avec vous tout à l'heure. Vous évoquiez, la liberté d'expression. Enfin, c'était sous-jacent dans votre phrase. Dans la France de 2025, là, est-ce qu'elle existe réellement, cette liberté d'expression, ou est-ce qu'elle est une illusion contrôlée? Alors c'est vrai que vous parliez de la Chine tout à l'heure, moi je reviens de Chine, là-bas, la liberté d'expression elle n'existe pas, vous êtes contrôlé partout. Nous en France, on est quand même libre, non? Non, pas du tout. Au moins c'est mieux en Chine parce que c'est clair. En Chine, on n'avait pas le droit, l'affaire est réglée. Là aujourd'hui en France, vous avez tous les droits, sauf que moi ça fait 10 ans que je suis interdit de service public, par exemple. 10 ans? Oui. Ah bon? Bah oui, et j'ai pas la raison. J'aimerais bien savoir pour quelle raison. Alors interdit, c'est-à-dire on ne vous invite pas. Je ne suis pas invité aux émissions politiques de France Inter, je ne suis plus sur France Culture où j'étais à l'époque où mon cours était diffusé, la 5, etc. Enfin peu importe, le problème c'est pas mon cas, mais je sais comment ça fonctionne. C'est-à-dire que nous créons par exemple Front Populaire il y a 5 ans, pas de publicité. Donc on peut aujourd'hui dire ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, mais parce qu'il y a des lecteurs et que les lecteurs nous achètent. Simplement aujourd'hui les journaux ils disent tous la même chose. In fine, quand vous avez une campagne présidentielle, l'Humanité défend un candidat communiste, Le Figaro défend un candidat libéral, Libération défend un candidat wokiste, et puis quand au bout du compte on a réussi à mettre Marine Le Pen au second tour, ils appellent tous à voter Macron. Tous. La gauche dit qu'il faut voter contre le fascisme, la droite dit finalement, etc., etc. Enfin, chacun avec ses arguments. Mais au bout du compte, ces journaux qui prétendent être différents finissent tous par nous dire qu'il faut voter pour le même système social, le même système maastrichtien. Donc si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui, vous ne pouvez pas, par exemple, fabriquer un média. Encore que, on n'a pas le temps sur ce sujet. L'édition, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai parfois un éditeur, j'en ai plusieurs. Albin Michel. Oui, et c'est pas justement cet éditeur-là auquel je songe, mais qui m'amène parfois mon manuscrit constellé de post-it en me disant on a fait relire par l'avocat. Et là, il a dit ceci, là, il a dit cela, il faut enlever ceci, il faut enlever cela, ça, il faut formuler, on va enlever un mot, il faut remettre un autre, ça, c'est, etc., etc. Mais je dis, mais attendez, moi, je suis un grand garçon, je veux prendre en charge les procès, quoi. S'il y a des procès, je les paierai, je vous demande je signe une décharge. Ça veut dire qu'il y a déjà une censure chez les éditeurs, qu'il y a des livres qu'on ne publie plus, qu'il y a probablement des jeunes filles et des jeunes garçons qui font des bons bouquins de philo, qui envoient des manuscrits à des éditeurs, qui disent, oh là là, mais là, on va faire 150 ventes, donc on ne publiera pas ce genre de choses. Donc la censure, elle est là. L'autocensure, elle est partout aussi. Il y a l'autocensure parce qu'il y a risque de procès, quoi, c'est ça. Oui, est-ce que d'ailleurs, dans le débat politique, il y a des discours qui sont jugés subversifs, insurrectionnels, qui sont poursuivis? Est-ce que défendre la liberté d'expression, c'est défendre aussi un petit peu la liberté de choquer à travers des paroles telles que celles-ci? Oui, parce que la liberté d'expression, elle existe, et donc elle est totale, ou elle n'est pas totale, elle n'existe pas. Totale, oui, mais hélas, oui. Ouais. Alors, des incitations à la haine, vous laissez passer. Ça s'appelle Internet. Oui, Internet. Voilà. Ouais. Donc, mais il peut y avoir des poursuites d'ailleurs quand même sur Internet. Oui, mais qui poursuit sur Internet, c'est une espèce de zone de non-droit. C'est-à-dire que quand vous voulez acheter, par exemple, moi j'ai acheté jadis dans ma ville d'Argenton où j'habitais à l'époque les cahiers d'annales révisionnistes dans une maison de la presse. C'est-à-dire on pouvait acheter, comme on achetait, je sais pas quoi, Paris Turf, les cahiers d'annales révisionnistes. Donc ces gens qui nous disent qu'il n'y a pas de chambre à gaz, que ça n'a pas existé, etc., etc. Ça, c'était vraiment une liberté d'expression totale. Je suis évidemment ni négationniste ni révisionniste, mais il fallait que je connaisse les thèses de ces gens-là pour pouvoir
les critiquer. Aujourd'hui, c'est interdit. Mais sur le net, vous avez les œuvres complètes de ces gens-là. Il n'y a aucun problème. Ça fait 4 fois 500 pages. Il y a 2000 pages de Forisson, par exemple. Vous les trouvez sur Internet. Et personne n'interdit ce genre de choses. Oui, après, évidemment, c'est une chose que d'avoir ça en livre, en accès, livres, journaux, etc. Et des paroles à la radio ou à la télévision, non ? Il n'y a pas la même... Mais là, je ne parle même pas de paroles. Parce que là, c'est pour tous les publics. Ce sont des livres qui sont en PDF, en format PDF sur le net, qui sont interdits dans le commerce, mais qui sont autorisés. Par exemple, on a cru que... Moi, j'avais la première édition de Mein Kampf, en traduction française, aux nouvelles éditions latines. Et on m'a dit, quoi ? Vous avez ça dans votre bibliothèque ? Je dis, ça fait de moi un nazi. J'ai le Coran, j'ai lu le Coran, ça fait pas de moi un musulman. Et j'ai la Torah, et ça fait pas de moi non plus un juif. Donc, je m'informe. Et puis, voilà. Et il y avait une quinzaine de pages dans un papier vert pour nous expliquer que ce livre était extrêmement dangereux, etc. Et puis après, on a réédité ce livre, qui est quasiment un dictionnaire, avec des notes partout pour nous expliquer. Mais les gens sont dans... Ça fabrique pas des nazis, le Mein Kampf. Et donc je crois que... toujours, je crois au débat. Toujours, je crois à l'éducation. Toujours, je crois que l'interdiction n'est pas une bonne chose et qu'il vaut mieux expliquer aux gens pourquoi et comment ce livre est dangereux, éventuellement, plutôt que de leur dire « je vous interdis de l'acheter et de le lire ». C'est mon socialisme à moi, mon socialisme libertaire, c'est-à-dire que je crois à l'éducation. Vous êtes plus libertaire, d'ailleurs, que socialiste. Non, je suis socialiste aussi. Vous êtes encore socialiste. Encore, évidemment, parce que si vous pensez que par exemple, Olivier Faure est encore socialiste, que Hollande était encore socialiste, que le Mitterrand de 1983 est encore socialiste... Il y en a des personnalités socialistes, là, encore. Ah bah pas au Parti Socialiste, non. Sûrement pas au Parti Socialiste. Ils ont cessé d'être socialistes, ces gens-là. Quand ils sont au pouvoir, ils font la politique que Macron fait. D'ailleurs, je rappelle que Macron vient du socialisme, que Madame Borne vient du socialisme, que Gabriel Attal vient du socialisme. Alors ce socialisme-là, oui, c'est évidemment pas le mien. C'est la droite, ça. C'est le giscardisme que Mitterrand... Certains disent que vous êtes de la droite. Non, ils disent pas que je suis à droite, ils disent que je suis à l'extrême droite. Oui, à l'extrême droite. Je suis un fasciste. Mais évidemment, je leur rappelle un certain nombre de choses désagréables. Moi, je défends toujours la retraite à 60 ans, je défends toujours le petit peuple, je défends toujours ces gens dont personne ne parle. Regardez les Gilets jaunes. Comment cette bande de politiciens là, de droite et de gauche maastrichtiens ont traité les Gilets jaunes. Moi, je suis toujours du côté des Gilets jaunes, c'est-à-dire que je crois vraiment qu'il y a une autre gauche, mais que c'est pas parce que cette autre gauche proudhonienne, socialiste libertaire, si vous voulez mettre des mots dessus, c'est pas parce qu'on ne la voit pas ou qu'on ne l'entend pas qu'elle n'existe pas. C'est la mienne. Mais vous ne me ferez pas voter à nouveau pour le Parti Socialiste. Je l'ai fait en 80, je le referai pas. Merci Michel Onfray, l'éternité sans bord, journal hédoniste Albin Michel. Merci d'être venu, d'avoir participé à cette émission. Dans un instant, c'est Valérie Expert, Gilles Gansman. Tiens, rendez-vous aussi ce soir. Les vraies voix avec Cécile de Ménibus et Philippe David. Et puis leurs chroniqueurs, ils seront en direct de la Foire de Paris. Et il y aura une émission spéciale aussi entre 19 et 20 sur l'immobilier. L'immobilier, c'est un sujet préoccupant pour beaucoup, bien sûr.